bienvenue dans Legal Club Sandwich, votre rendez-vous pour passer un bon moment et découvrir du contenu juridique, mais pas que, de qualité, dans une ambiance détendue, ça c'est toujours le cas. Aujourd'hui, c'est l'épisode 74, le dernier de la saison 8. Je suis Audrey Deléris et avec l'équipe, on reçoit Magali Delair, directrice fiscale du groupe Bureau Veritas. L'équipe, c'est Pierre Landy. Salut Pierre. Hello, hello, Lydia, ça y est, tu vois, elle me manque tellement. Hello, hello, Audrey, hello, hello, Magali. Et justement, voilà, on est d'habitude avec Linda Le Sauvage qui n'est pas là aujourd'hui, mais on lui fait de très gros bisous. Revenons à notre invitée. Magali, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Bonjour Audrey, bonjour Pierre. Mais je vais très bien. Cette émission, elle marque un peu la fin d'un premier semestre qui a été extrêmement chargé et puis la veille de mes vacances. Je vous remercie pour cette invitation. Je suis très contente d'être ici. J'espère que ça sera le lancement d'une vague d'émissions avec des fiscalistes parce que je pense qu'on a plein de choses passionnantes à vous raconter. Et j'en suis persuadée, Magali, merci d'avoir accepté parce qu'en effet, au bout de 74 épisodes, tu es la première fiscaliste. Donc, on est ravis que tu répares avec nous cette erreur monumentale, du Honte coup. à nous, honte Voilà, à on nous, t'aime. Audrey. Donc, merci, Magali. Euh, alors aujourd'hui, tu vas évidemment nous parler des fiscalistes, puisque tu es toi-même fiscaliste. Sont-ils des super-héros ou des super-vilains? J'adore ce titre, du coup. Est-ce que tu peux nous dire quel message tu veux faire passer à nos auditeurs? Comme c'est une première pour vous de recevoir en représentant des directions fiscales, parler du métier, vous montrer à quel point ce métier est riche et stratégique pour l'entreprise, et puis aussi déconstruire des préjugés qu'il peut y avoir sur la profession. Ils sont nombreux et je suis sûre que vous en avez quelques-uns en tête. Alors justement, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter brièvement à ceux qui nous écoutent? Je suis Magali Delair, je suis originaire du sud de la France, d'un tout petit village dans le Gard. Je suis maman de deux enfants de 6 et 9 ans et je suis donc groupe tax vice president chez Bureau Veritas. Ok. Alors, Bureau Veritas, pardon, qu'est-ce que c'est? Tu peux nous en parler un peu plus? Oui, bien sûr. Bureau Veritas est un groupe français coté. C'est un leader mondial dans les essais en laboratoire, inspection, certification. Et puis, en quelques chiffres, c'est 82 000 collaborateurs à travers le monde, dans 140 pays, et un chiffre d'affaires 2023 de 5,9 milliards. Ok. Ah oui, quand même, quand même. Et donc, du coup, Magali, peux-tu nous dire un petit peu comment tu es arrivée là aujourd'hui? C'est quoi ton parcours pour arriver à la tête de la direction fiscale d'un groupe de la taille de Bureau Veritas? À vrai dire, je pense que j'ai un parcours académique plutôt typique de la profession de fiscaliste. Donc, je fais des études de droit, plutôt orientées droit des affaires. Et puis, j'ai eu la chance d'intégrer un Master 2 qui s'appelle le DJCE, DJCE de Montpellier, Diplôme Juriste Conseil d'entreprise. Je dis j'ai eu la chance parce que pour moi, c'est vraiment l'école de l'excellence, de l'exigence, de la rigueur. Et je pense que c'est des concepts qui sont vraiment ancrés en moi et qui sont nécessaires à la profession. Et aussi la chance parce que c'est une grande famille, le DJCE, dont on fait partie à vie. À cette époque, je pensais exercer la profession d'avocat et dans le Sud. Finalement, la vie, elle en a décidé autrement. J'ai passé, on est en 2004, je passe mon examen d'entrée à l'école d'avocat. À cette époque, l'école, elle dure encore un an. La promotion d'après passe sur 2 ans. Et puis, j'effectue mes premiers stages finalement dans des cabinets parisiens. Le cabinet Norton Rose, d'abord, qui est un cabinet anglo-saxon spécialisé dans le financement maritime aérien. J'ai la chance de les rencontrer parce que je reçois un prix qui est remis par le cabinet Norton Rose chaque année, un DJCE de Montpellier, qui est un prix Alain Sanchez en mémoire d'un de leurs anciens managing partners qui est malheureusement décédé brutalement et trop jeune. Et donc, ils remettent ce prix chaque année, qui consiste notamment à un stage. Et donc, voilà, donc, j'ai fait le stage Norton Ross, MS Francis Lefebvre. Et puis après, j'enchaîne les collaborations. Je suis donc collaboratrice au sein de l'équipe fiscale de Norton Ross, qui est une toute petite équipe fiscale de 3 personnes. Et puis, j'ai la chance d'être appelée pour rejoindre l'équipe fiscale de Gilles Loiret-Nouel, GLN, donc cabinet français ici, travailler avec de nombreuses personnes, mais principalement pour Olivier Daucher, qui aujourd'hui, qui a été, qui est toujours aujourd'hui un de mes mentors. Et puis arrive un moment où je décide finalement d'aller voir de l'autre côté et décider de passer en entreprise sans trop savoir ce que j'allais y trouver. Je fais un premier passage chez Carrefour avant de rejoindre très rapidement Bureau Veritas et ça va faire presque 12 ans maintenant que je suis chez Bureau Veritas.
J'ai eu évidemment différents scopes, j'ai évolué et puis j'ai été promue à la tête de la direction fiscale il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et donc maintenant, je gère une équipe de 11 personnes à travers le monde et qui a vocation encore à grossir, donc à travers le monde, aux US, en Asie, Middle East, Afrique, Europe et France, bien sûr. Ok. Et d'ailleurs, je vois quelques membres de ton équipe qui sont connectés. Donc Ah, bonjour je les à vous. salue. Donc, transition parfaite pour en venir au premier préjugé, parce qu'on est là pour, a priori, casser ces préjugés qu'on pourrait avoir sur les fiscalistes. Le métier de fiscaliste, il consiste pour beaucoup de gens à remplir, à déposer aux administrations fiscales des déclarations. C'est-à-dire que les fiscalistes, pour beaucoup de personnes, vous remplissez des papiers toute la journée. Est-ce que c'est vrai? D'accord. Non, c'est faux. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'entends assez souvent. Et en général, c'est ponctué d'une phrase qui dit: Ah là là, je dois remplir ma déclaration d'impôt sur le revenu. C'est déjà suffisamment stressant. Je ne sais pas comment vous faites ça toute la journée. Donc non, c'est très réducteur du métier de fiscaliste. Alors évidemment, mon propos, il va falloir le nuancer en fonction de la taille de l'entreprise, de la géographie. Parce que par exemple, il y a des géographies dans lesquelles le système fiscal est tellement compliqué qu'on peut avoir besoin de fiscalistes pour remplir les déclarations fiscales. Je pense notamment au Brésil, qui est extrêmement connu pour ses plages magnifiques, mais également pour la complexité de son système fiscal. Plus Et qu'en France, Magali? pardon. Plus qu'en France, c'est plus compliqué. D'accord. Oui, beaucoup plus qu'en France, parce qu'il y a différentes strates d'obligations fiscales, et donc de déclaration au plan fédéral, étatique, municipal, et la fiscalité, elle est très changeante, donc on peut avoir besoin de vrais fiscalistes, si je peux me permettre, pour remplir ces obligations fiscales. Maintenant, hors ces géographies particulières, et si je parle uniquement des grands groupes, le métier de fiscaliste ne correspond pas à l'établissement des déclarations fiscales, c'est plutôt à la main des services comptables, à vrai dire. Moi, si je prends l'exemple de mon équipe, par exemple, j'ai 11 personnes, on est dans 140 pays, 500 entités. De toute manière, on n'aurait pas la bande passante suffisante en fait, pour produire toutes les déclarations fiscales, parce que déclaration fiscale, c'est de l'impôt sur les sociétés, de la TVA, différents impôts, donc ça serait extrêmement lourd. L'équipe fiscale, pour moi, c'est vraiment des experts fiscalistes avec un fort niveau de technicité. Et donc, ça ne serait ni de l'intérêt de l'entreprise, ni de l'intérêt des collaborateurs, effectivement, de passer leur temps uniquement à produire des déclarations fiscales qui, pour grande partie, ne nécessitent pas un fort niveau de technicité fiscale. Ok. Ok, alors bon, c'est bon, tu as détruit le premier préjugé, alors je vais t'en donner un autre qu'on entend très souvent, c'est de dire, ok, bon d'accord, les fiscalistes, vous êtes des experts, mais en fait vous êtes des experts parce que votre vrai rôle, c'est de faire de l'optimisation fiscale. Tu réponds quoi à ça? On a sorti le grand mot. Ben, en fait, déjà, qu'est-ce qu'on entend par optimisation fiscale? Moi, je vais aller plus loin. J'ai reçu récemment en stage en fait une jeune fille qui effectuait son stage de seconde au sein de Bureau Veritas. Et donc, je la reçois pour lui parler du métier de fiscaliste aussi. Et je lui demande, tiens, si je te dis fiscalité, à quoi est-ce que tu penses? Et ses premiers mots sont fraude fiscale. Donc voilà, derrière optimisation, souvent les gens entendent fraude fiscale et c'est un peu la conception commune sur ce métier. Et j'ai envie de dire, alors je vais peut-être décevoir une partie des auditeurs qui attendaient un scoop. Non, notre métier ne consiste pas à organiser de la fraude fiscale et je dirais même bien au-delà, bien au contraire. En fait, je pense qu'il n'y aurait rien de pire pour un groupe, pour un directeur, une directrice fiscale, que de mettre en place des schémas d'évasion et de fraude fiscale. Et ça à trois égards. Il y a des conséquences financières, évidemment, des conséquences réputationnelles et des conséquences personnelles. Si je reste sur les conséquences financières, faire de l'évasion et de la fraude fiscale, c'est payer l'impôt qui a été éludé, des intérêts de retard et des fortes pénalités, 80% en fait de pénalités. Sans parler des amendes, en fait, si ça devait partir au pénal, parce que la fraude fiscale, c'est un délit, des fortes amendes d'un point de vue pénal. L'aspect réputationnel, aujourd'hui, il est clé. On est dans l'ère des critères ESG, des reporting extra financiers, CSRD.
On ne peut pas se permettre en fait ce type de choses. Et je dirais encore plus chez Bureau Veritas, où notre mission, c'est de bâtir un monde de confiance. Et donc, ça aurait un impact, fort impact sur les clients, sur les investisseurs, qui serait catastrophique en fait pour un groupe. Et le troisième aspect, c'est un aspect personnel. J'aime beaucoup mon métier, je l'exerce avec beaucoup de passion, mais ça a ses limites. Il faut savoir qu'en fait, le directeur fiscal peut être responsable pénalement, hein, de la mise en place de ces schémas, ce que je souhaite pas. Donc, on évite la fraude. Voilà. Donc, ok. Donc, les fiscalistes, vous n'organisez pas de fraude fiscale pour vos entreprises, vous ne remplissez pas de déclarations, mais qu'est-ce que vous faites alors au quotidien s'il n'y a pas tout ça? Alors moi, j'ai une manière très simple de l'énoncer en tout cas, pour que ça soit à peu près clair pour tout le monde, c'est payer le juste impôt. Notre rôle est de payer le juste impôt. Alors c'est vrai que c'est des terminologies que je rabâche beaucoup chez Bureau Veritas. Je pense que les non-fiscalistes sont maintenant très initiés et seront en capacité de vous l'expliquer. C'est en deux temps. C'est tout d'abord, en premier lieu, ça c'est clair, payer l'impôt qui est dû. On se doit d'être compliant avec les règles fiscales à travers le monde. Et le deuxième point, c'est ne payer que l'impôt dû. Ne payer pas plus que ce qui est dû. Et ça s'appelle faire de la bonne gestion fiscale. Alors attention, je vais m'expliquer parce que derrière cette bonne gestion fiscale, les gens vont entendre optimisation, évasion fiscale, fraude fiscale. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Si je prends un exemple très simple, d'un paiement d'un pays vers un autre. Dans le pays source, celui qui va payer le versement, en fonction de son droit local, son droit domestique, il va devoir appliquer une retenue à la source. Imaginons qu'elle est de 20%. Parfois, il y a une convention fiscale entre ce pays source et ce pays bénéficiaire qui peut venir réduire cette retenue à la source ou l'exonérer. Mais pour ça, il faut remplir un certain nombre de... Déjà, avoir connaissance de cette convention fiscale, c'est le premier point. Et deuxièmement, remplir un certain nombre d'obligations, de formalités. La bonne gestion fiscale est là pour s'assurer qu'on n'applique pas, entre guillemets, bêtement ce 20%, mais qu'on va effectivement appliquer correctement les textes, et les conventions fiscales font partie des textes qu'on doit appliquer pour avoir l'exonération ou le taux réduit. Alors ça peut sembler des exemples anecdotiques, mais à l'échelle des grands groupes, ça peut porter sur des montants extrêmement importants. Et donc, Bon, au quotidien, alors comment on fait au quotidien pour payer ce juste impôt? Parce que ça peut être effectivement, là, ça reste un peu extrêmement théorique. Il va y avoir deux aspects, je dirais. Il y a l'aspect tel qu'on peut l'imaginer un peu en réaction. Donc, on peut être amené à travailler dans le cadre d'appels d'offres, la rédaction des contrats pour vérifier les clauses fiscales, l'analyse des acquisitions, hein, vérifier que quand on acquiert des sociétés, on n'acquiert pas du risque fiscal avec, ou savoir se protéger via les SPA pour avoir des garanties de passifs, faire des analyses fiscales sur les réorganisations qu'on peut avoir à travers le monde, gérer sa documentation prix de transfert, appliquer le juste prix justement entre nos prix de transfert en fait entre nos différentes entités à travers le monde. Voilà, il y a les contrôles fiscaux évidemment, gérer les contrôles fiscaux et les contentieux, ce qui peut nous amener à de belles situations. Et puis il y a le travail plus de fond aussi, hein, pour payer le juste impôt. C'est pas juste répondre à une question à titre défensif, c'est prendre un peu de hauteur et puis voilà, entrer dans des chantiers plus de fond, d'analyse du taux effectif d'imposition, comprendre sa charge d'impôt et pouvoir ajuster. Il y a la mise en place de process pour sécuriser. Et puis également des revues de risque dans certains domaines particuliers en fonction de l'évolution de la législation ou de la prise de connaissance de certains risques dans le cadre de contrôles fiscaux. bon, alors écoute, Magali, je crois qu'on a bien compris que tu rejettes la qualification de super vilain. Exactement. Bon, c'est un peu dommage parce que c'est quand même les personnages les plus intéressants dans les comics, quand même, hein, les Oui, villains. c'est vrai. Mais bon, ok, on accepte. Alors, du coup, est-ce que pour autant, tu penses pouvoir dire que vous êtes des super-héros? Tellement, tellement, il y a plusieurs égards. Alors, j'ai une de mes collaboratrices qui a répondu d'ailleurs sur le post LinkedIn. On postait le titre de l'émission, Audrey postait le titre de l'émission. Il a répondu immédiatement, oui, mais super-héros, bien sûr. Et donc, je confirme, on est des super-héros. Et donc, je salue d'ailleurs toute mon équipe de super-héros chez Bureau Veritas. Et à plusieurs égards, je pense. Le premier,
que je citerai et qui est clé en fait pour comprendre véritablement la richesse, la difficulté et la richesse de notre métier. C'est le fait que le fiscaliste, il a une double casquette, pour pas dire une double personnalité. En fait, ce qu'on attend du fiscaliste, c'est une âme de juriste avec un esprit de financier. Je m'explique. La fiscalité, c'est quoi? C'est du droit fiscal, hein, c'est du droit. Donc, on doit savoir lire le droit. Notre quotidien, par exemple, en France, hein, c'est la lecture du Code général des impôts. Hein, maîtriser le texte, savoir le lire, l'analyser. Pour autant, dans les grands groupes, en tout cas, encore une fois, mon propos peut être nuancé, les directions fiscales font partie des directions financières. Donc, nos clients, ce sont le directeur fiscal du groupe ou des directeurs fiscaux d'activités, d'operating group, de business. Et donc, eux, ce qu'ils attendent, c'est l'impact. Donc, pour schématiser, notre client interne, le directeur financier, se moque de nos débats théoriques pour autant passionnants de l'application de l'alinéa 2 de l'article 1496 quater bis du CGI. Alors ça, j'ai cité complètement au hasard, allez pas chercher cet article dans le CGI. Lui, ce qu'il veut, c'est l'impact. Qu'est-ce que ça veut dire sur ma charge d'impôt? Et pourquoi ça l'intéresse, sa charge d'impôt? Parce que ça a un impact après sur le profit net, le net profit, et donc sur la profitabilité annoncée de la société. Donc, il faut savoir retranscrire, faire ses analyses en background, en off finalement, aller au bout de cette analyse telle qu'on peut le faire en cabinet et poursuivre jusqu'au bout, jusqu'à l'impact financier, en voir les conséquences et déterminer sa stratégie du côté financier. Et puis, ce qui est attendu de nous aussi, c'est d'anticiper, de planifier évidemment cette charge d'impôt. On ne peut pas passer de 100 millions de charges d'impôt à 200 millions l'année suivante sans avoir été en capacité d'anticiper, de planifier tout ça encore. C'est clé pour la présentation de la profitabilité d'une société. Alors ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, je dirais super-héros, et là je suis sûre que mon équipe fait des grands oui derrière, au regard de la charge de travail et de la gestion du stress. C'est vrai que je pense qu'on est un des métiers support voilà, qui a le plus de charge de travail. Et pourquoi? Parce que la fiscalité, elle touche à tout. Elle est partout, elle est inhérente à l'activité économique. Elle va toucher un flux financier, elle va toucher un schéma juridique. Donc, ça nécessite déjà d'avoir une culture, une connaissance juridique et financière assez importante pour pouvoir y appliquer sa fiscalité. Et ça veut dire qu'on est amené à répondre à des questionnements, en fait, sur tout. Sur tout. Et puis, super-héros au regard de la gestion du stress. C'est extrêmement stressant. Nous, on a un impact direct. Donc, nos analyses ont un impact direct et qui se chiffre quand on est dans les grandes entreprises très rapidement en millions. Et donc, voilà, c'est pas non courant que de recevoir, par exemple, une proposition de rectification en dizaines de millions pour laquelle il faut répondre dans un délai de 20 jours. Alors, ce n'est pas le délai en France, c'est des délais dans d'autres pays à l'étranger, mais imaginez-vous le branle-bas de combat, parce qu'on ne peut pas travailler seul, on a besoin des autres équipes, que ce soit les équipes comptables, juridiques, pour récolter les éléments, les informations, les documents justificatifs, tout ça en 20 jours pour protéger en fait l'entreprise de dizaines de millions de charges d'impôts. Le troisième aspect, enfin, je finirai là-dessus, super-héros, parce que pour moi, on est des business partners, vraiment au support du business. Et pour l'expliquer, en fait, je dirais, les entreprises se battent pour aller chercher des contrats, pour aller chercher des clients, pour innover dans leur business. Et je trouverais ça extrêmement dommage de perdre tout ça parce qu'il y a une mauvaise gestion de la fiscalité et qu'on perde comme ça bêtement plusieurs millions qui viendraient mettre à mal en fait le business. Est-ce que tu aurais une remarque, Pierre, sur le mot business partner? Parce que je sais qu'en Ah, général, Pierre, du coup, a Bah, toujours un avis. non, En biologie. ça fait toujours, en fait, je dis que souvent, et c'est la running joke, que ouais. business partner, c'est so 2022, qu'en Ah, 2024, on est trusted advisors. Et je trouve que ce mot définit encore mieux nos rôles de juristes. C'est-à-dire que, évidemment, qu'on est là pour aider le business, mais on est surtout là pour être des conseillers de confiance, des gens qui vont écouter et que l'on va guider à prendre la bonne décision. Et voilà, donc partners business, évidemment, ça je ne le remets pas du tout en cause, quelques juristes qui n'est pas business partners dans l'âme
ne doit pas être juriste d'entreprise parce que là, franchement, il va exploser en vol très vite. Mais par contre, on a ce rôle que souvent le business a du mal à comprendre, qui est celui voilà, du trusted advisor, cette espèce de personne qui souffle à l'oreille du CEO ou du directeur financier ou du DRH, la bonne solution ou la solution, franchement, comme le terme consacré à mal dire, qu'on recommande fortement. Voilà, donc c'est juste ça que je dis souvent, et c'est pour ça que Audrey me taquine avec Oui, l'utilisation de ce mot. Je sais pas ce que c'était tu en ça me penses, dirait Magali. On pourrait avoir un débat, je pense qu'on n'aura pas suffisamment de temps là-dessus. J'entends, après, c'est moi ce qui me dérange sur le trusted advisor, c'est advisor, euh, qui renvoie pour moi plus à la notion de conseil en cabinet. Et c'est vrai que le métier à l'intérieur de l'entreprise est tellement différent. Alors j'ai du mal avec advisor, mais j'entends la notion. Mais on Ouais, peut se ouais. Ah, faire une bon, c'est émission peut-être pas spécifique là-dessus de exactement, débat et on peut sur. trouver. Mais en tout cas, je remets pas en cause business partner, hein. Ça, c'est la base de quelqu'un qui est en juriste, hein, en entreprise. Ça, Ouais, si la personne ne sait pas accompagner le business et donne des conseils qui sont totalement ouais. impraticables, c'est même pas la peine d'aller en entreprise, ça c'est sûr. Tu ne survis pas 2 mois à faire des Oui, c'est consultations vrai. de 28 pages sans recommandation à la fin. Ouais. Ça, c'est certain. Bon, bref, on est passé off script, Mais mais je ne c'était pouvais une pas bonne question. te laisser ne pas te laisser la parole sur là-dessus. C'est quand même la dernière de Liga Club Sandwich de cette saison, Pierre. Donc, il fallait absolument que je te laisse la parole là-dessus parce que c'est vraiment important pour toi. Donc, merci là-dessus. Magali, moi, j'ai envie de Oui. rebondir sur un sujet que tu viens d'aborder. C'est que tu as la double casquette. Magali, je vois du coup que c'est pas une question qu'on a préparée. Là, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'elle va me poser comme question, Audrey? Et voilà, t'as pas de double casquette, âme de juriste et esprit de financier avec un rattachement à la direction financière. Et c'est vrai qu'on trouve très rarement, mais ça arrive encore quelquefois, des fiscalistes dans la direction juridique. Est-ce que tu as une idée sur la meilleure place pour le fiscaliste dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a des plus, des moins, ou une recommandation, toi, sur le rattachement Je fiscaliste? dirais, moi, personnellement, je dirais que naturellement, c'est vrai qu'on peut penser à la position de fiscaliste rattachée à une direction juridique. En tout cas, ça, c'est la vision très franco-française. Parce que voilà, notre base de travail, c'est du droit. Je crois foncièrement que la meilleure position pour un fiscaliste, c'est d'être intégré au sein d'une direction financière pour aller jusqu'au bout. Ça fait partie, encore une fois, voilà, la charge d'impôt, c'est quelque chose d'extrêmement important à analyser, à monitorer, parce que ça participe, encore une fois, du net profit d'une entreprise et de la profitabilité d'une entreprise. Et le fait d'être intégré à une direction financière, ça nous pousse à aller, en tout cas pour ceux qui sont français, hein, donc il y a des conceptions différentes dans les pays anglo-saxons où ils ont développé bien avant nous en fait ce regard sur la fiscalité. Ça nous pousse à aller jusqu'au côté financier, sur l'impact, sur l'anticipation, la planification, et c'est aujourd'hui très clairement ce qui est attendu des directions fiscales. Ok. Alors là encore, on pourrait avoir un débat, Magali, mais Oui, ce que je pense personnellement, c'est que ce soit dans l'un côté ou de l'autre, parce qu'il y a le même débat avec le juriste social. Est-ce que le juriste droit social doit être à la DRH ou doit être à la direction juridique? Je pense qu'il y a autant d'arguments d'un côté comme de l'autre, mais ce que je pense est essentiel, si le juriste en droit social tu me diras ce que tu en penses, est à la DRH et que le juriste fiscal est chez les financiers, c'est qu'au moins il soit dotted line au juridique et fasse partie du staff meeting du juridique, des événements du juridique, des off-sites du juridique, etc. Parce que je pense que les juristes ont quand même un tronc commun de juristes et d'être pas totalement isolés de leurs collègues qui font le même métier mais sur d'autres domaines. C'est quand même important. Donc moi, je sais que par exemple, chez Ledger, j'avais le juriste en droit social dans l'équipe juridique. J'avais la juriste en droit fiscal, qui est d'ailleurs maintenant la General Counsel de Mistral, Hello Blanche, on te fait un petit coucou, était à la direction financière et pour autant, elle venait à tous nos staff meetings du juridique. Si on faisait des déjeuners d'équipe, on l'incluait, etc. Parce que voilà, on est un peu, c'est des juristes qui sont vraiment un peu partagés entre deux. Et je pense que c'est important mais je veux bien ton avis, Magali, mais qu'ils lâchent pas totalement cette partie d'eux, de faire partie, de connaître les autres juristes, les autres domaines du droit, les problèmes que les autres juristes rencontrent, etc. Donc, je trouve qu'intellectuellement, c'est intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses. alors sur le point particulier des juristes RH ou de manière générale? Non, Non, de manière des générale, juristes qui restent connectés à leurs juristes d'autres matières, en fait. ouais,
je pense que c'est effectivement clé parce que, en fait, ce qui va créer de la valeur ajoutée, déjà au sein d'une entreprise, c'est la communication. Donc, la communication, c'est le maître mot pour moi. Savoir communiquer et savoir s'enrichir de l'expérience et du regard de l'autre. Donc effectivement, ça peut être pareil aussi sur la fiscalité et le juridique. On ne peut pas être complètement déconnecté non plus des équipes juridiques. On apprend des uns des autres. Et d'ailleurs, sur les dossiers, par exemple, c'est des dossiers de réorganisation, évidemment qu'on travaille main dans la main avec les équipes juridiques. Donc, on y gagnera toujours à échanger, à partager nos matières qui ne sont pas si éloignées que ça. Ouais, voilà, moi, c'est ça. Moi, j'ai pas non plus de religion totalement faite. Je te dis, chez Ledger, j'avais les deux cas de figure, le Ouais, social chez moi et la fiscale. Mais pour autant, et je sais que pour en avoir discuté avec Blanche, elle adorait venir au staff meeting, écouter les problématiques des autres et tout, ouais, ce qui, au staff meeting de la finance, finalement, ne venait pas. C'était très, très ouais. finance oriented. Et voilà, et je pense que ça, c'est un bon conseil à donner aux fiscalistes qui sont partie des équipes financières. Hein. C'est d'essayer, ça, il n'y a aucun problème avec ça, mais d'essayer quand même de se faire intégrer aussi d'une manière ou d'une autre dans les communications de l'équipe juridique pour garder leur esprit ouvert. Et d'ailleurs, certains fiscalistes, bah, je reprends l'exemple de Blanche, désolé si tu nous écoutes Blanche, je te cite beaucoup, mais elle était effectivement juriste fiscaliste et maintenant elle est General Counsel. Et je pense que d'avoir écouté plein de problématiques arrivées dans d'autres matières l'ont permis de maintenant aller dans un rôle encore plus grand, Ouais. puisque voilà, elle est chez Mistral, avec une belle société qui a levé un tout petit peu d'argent. Voilà, donc c'est intéressant, je pense, de pouvoir le faire, mais le reporting line, c'est finalement que des reporting lines au final, donc ça, c'est pas très. Il y a une Euh, histoire de culture d'apprentissage. Alors, et par exemple, dans mon équipe, ils peuvent poursuivre effectivement des formations qui ne sont pas uniquement fiscales, mais également juridiques, hein, pour reprendre la base. Nous, la fiscalité, c'est la cerise sur le gâteau. C'est à la base des structures juridiques et des structures financières. Donc, il faut aussi se mettre à jour sur tout ça et bien comprendre tous ces mécanismes. Et je trouve un point intéressant que tu mentionnes, Pierre, ben, c'est ce switch. Effectivement, je pense que on est dans un milieu là ici franco-français où on a des étiquettes de spécialité, etc. On y gagne à justement s'ouvrir et à imaginer en fait les moves qui peuvent se faire aussi au sein des équipes d'experts et notamment des équipes de fiscalistes, que ce soit du côté financier, mais également du côté juridique. Je crois également beaucoup à ces moves de fiscalité vers des postes de general counsel. et dans les deux sens, d'ailleurs, tu peux avoir Exactement. aussi des Pourquoi pas? généralistes Exactement. qui, Je pense qu'il euh, suffit qui, d'avoir l'envie. l'envie d'avoir envie, ça y est, Voilà. on a coté Johnny, Magali, on a coté Johnny. Super. Audrey. Oui, Magali et nos auditeurs et Pierre, moi je vous propose de faire une petite pause avec la chronique de Pierre et après on revient à toi Magali avec la suite des questions et aussi on a des questions dans le chat donc n'hésitez pas pour ceux qui sont en direct avec nous à poser d'autres questions et on les posera ensuite à Magali. Mais maintenant on va passer à la chronique de Pierre et pour ceux qui connaissent l'émission, ils savent qu'il y a un petit jingle qui va être lancé et qu'on va enchaîner avec la chronique de Pierre. Let's go. We do. On ne s'en lasse pas de nos jingles que nous avons choisis il y a 8 saisons maintenant et pour autant, on les adore toujours autant et ils ne changeront pas dans un futur proche. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment mettre en place des objectifs pour la direction juridique ou la direction fiscale d'ailleurs, ça fonctionne aussi, et vous donner quelques-uns de mes trucs et astuces. Vous savez que j'aime bien fonctionner comme ça en vous donnant un certain nombre de tips, voilà, pour arriver à votre objectif. Alors évidemment, l'objectif numéro un, et ça rejoint totalement ce que vient de dire Magali d'ailleurs, c'est il faut aligner les objectifs de votre direction avec la stratégie de l'entreprise. Pour que votre département juridique soit véritablement stratégique, il est essentiel de vous aligner avec les objectifs de l'entreprise. Alors ça signifie comprendre les priorités stratégiques de l'entreprise et ajuster vos objectifs en conséquence. Donc si votre entreprise vise une expansion à l'international, eh bien votre objectif pourrait être de renforcer la conformité avec les lois locales dans les nouveaux marchés. Ça pourrait être
peut-être aussi l'idée, c'est d'engager des discussions régulières avec vos dirigeants pour rester informés des évolutions stratégiques. Ça, c'est absolument crucial. Et bien évidemment, pour toucher un de mes dadas préférés, pour ceux dont ce n'est pas encore le cas, faire partie du comité de direction doit être une bataille qu'il faut continuer de mener, non pas en l'exigeant, hein, car on n'obtient rien de cette façon, mais en démontrant concrètement la valeur ajoutée que cela apporterait à l'entreprise d'avoir la direction juridique présente au moment même où les discussions stratégiques et les décisions sont prises. Parce que si dans un CODIR, on décide d'une merveilleuse idée et que on sait déjà que juridiquement c'est juste impossible, si le directeur juridique était là, il aurait même pu donner son input immédiatement plutôt que ça redescende et que ça mette des semaines et qu'on perde du temps et de l'argent à travailler sur quelque chose qui de toute façon ne fonctionnera pas. Donc voilà, continuez à montrer votre valeur pour rejoindre les CODIR. Point numéro 2, il faut définir des KPI, des Key Performance Indicators, clairs et mesurables. Donc, les indicateurs de performance clés, c'est essentiel pour mesurer les progrès de votre département et surtout, on va pas se mentir, pour faire l'autopromotion du département au sein de l'entreprise. Donc, choisissez des KPI pertinents tels que le pourcentage de contrats rédigés en interne, le temps moyen de traitement des litiges, le taux de satisfaction de clients internes sur la direction juridique. Par exemple, un KPI, ça pourrait suivre le temps moyen pour finaliser un contrat classique en réduisant le délai de 10% sur un an. Ou alors optimiser la signature de vos NDA en utilisant de nouveaux outils d'intelligence artificielle. On en a parlé dans de précédentes émissions. Ou en donnant plus de liberté aux autres équipes pour les signer sur la base de trainings que vous avez fait, etc. Je vous renvoie pour tout ça, et Audrey va vous partager le lien, à un article que j'avais écrit il y a quelques temps qui s'appelle Les meilleurs KPIs pour la direction juridique. Donc, je vous invite à le lire. Je vous donne plein d'exemples. Numéro 3, réduire les coûts juridiques externes. Donc, la réduction des dépenses juridiques, c'est un objectif qui est très courant dans la direction juridique. Donc, pour y parvenir, eh bien, mettez en place des accords de partage des coûts et des arrangements de facturation alternatifs, ce qu'on appelle les Alternative Fee Arrangements. Là encore, Audrey va vous mettre un article que j'avais écrit sur le sujet dans le chat. Mais par exemple, un exemple concret, ça serait de réduire de 15% les coûts liés à l'externalisation des conseils juridiques sur une période de 12 mois. Et pour y arriver, bah, vous pouvez négocier des honoraires fixes pour certains types de travaux juridiques ou, je vous le recommande quand vous en avez le budget, c'est d'utiliser des systèmes de facturation électronique qui vont vous permettre de mieux suivre les dépenses. Et j'en parle très fréquemment, mais il y a un outil génial qui s'appelle Simple Legal. Là aussi, Audrey va vous mettre le lien et ça vous permet de suivre dans quelle matière, pour quel dossier, quel collaborateur, comment, dans quel pays, comment vous utilisez vos coûts et ça vous permet vraiment de suivre à fond eh bien, vos dépenses juridiques. Numéro 4, automatiser les tâches répétitives. Ça peut être un autre objectif. Ça peut considérablement améliorer l'efficacité de votre département juridique. Vous pouvez utiliser des outils technologiques pour automatiser les tâches, comme la gestion de contrats ou le traitement des demandes, encore une fois, de NDA. Vous pouvez implémenter un logiciel de gestion de contrat pour réduire le temps de traitement des documents et de négociation et minimiser les erreurs humaines. Donc là, évidemment, notre grand partenaire chez Club Sandwich, c'est Tomorrow. Donc, je ne peux pas ne pas les mentionner. C'est une start-up, une legal tech française. Je vous invite à aller jeter un œil sur la solution qu'ils proposent. Et là aussi, Audrey va vous partager le lien. En tout cas, regardez toutes ces nouvelles solutions d'intelligence artificielle qui sont disponibles sur le marché, qui arrivent à la vitesse grand V, afin de voir dans quelle mesure celles-ci peuvent vous permettre d'augmenter votre efficacité et celle de votre équipe. Numéro 5, renforcer la conformité et la gestion des risques. Alors là, développer proactivement des programmes de formation pour sensibiliser les employés aux obligations réglementaires et aux bonnes pratiques de conformité. Mettez à jour régulièrement vos politiques de conformité. Assurez-vous que les formations soient pertinentes, correspondent à votre entreprise, pragmatiques, accessibles à tout moment. Donc, vous pourriez imaginer un programme de mise en place de formation en ligne tous les 3 mois pour tous les employés, couvrant les mises à jour réglementaires récentes qui touchent votre industrie. Vous pouvez aussi faire des formations avec des prix à gagner en répondant correctement aux questions et afin de vous assurer un plus grand engagement de votre auditoire ou utiliser des solutions où on vote en ligne pour les garder intéressés et motivés à écouter votre formation.
Numéro 6, améliorer les relations et la réputation du département juridique. Donc là, encouragez votre équipe à participer à des événements de l'industrie, à publier des articles, à être invité dans des podcasts, dont le plus fameux est bien évidemment Legal Club Sandwich, ou à donner des conférences. Ça va renforcer non seulement la réputation de votre département, mais aussi sa crédibilité, son influence au sein de l'entreprise. Si vous avez plusieurs bureaux à l'étranger et que votre budget le permet, en tant que directeur juridique, prenez le temps de faire une présentation aux salariés des autres bureaux sur le rôle du département juridique, par exemple dans la région IMIA. Faites votre propre publicité, personne d'autre ne la fera pour vous. Numéro 7, optimiser la gestion du cycle de vie des contrats. Encore une fois, accélérer le processus de contractualisation en mettant en place des modèles standards, en automatisant les processus de validation. Suivez les stands de traitement pour identifier tous les goulets d'étranglement et proactivement tenter de les améliorer. Là encore, je vous recommande d'utiliser une solution de CLM, Contract Lifecycle Management en français, pour optimiser votre gestion des contrats, prévoir les renouvellements, négocier en ligne directement avec vos opérationnels ou votre partenaire, etc. Là encore, je vous renvoie chez nos amis de Tomorrow ou les autres Legal Tech qui font la même chose. Numéro 8, il y a 10 points, Audrey, avant que tu aies l'attaque cardiaque. Numéro 8, faciliter la collaboration interdépartement, donc travailler étroitement avec les autres départements pour comprendre leurs besoins juridiques, prioriser leurs demandes. Par exemple, collaborer avec le département sales, le département des ventes pour accélérer les négociations contractuelles importantes. Ça pourrait être par exemple la mise en place de réunions hebdomadaires avec les équipes commerciales pour discuter des priorités et des points bloquants plutôt que d'attendre d'être dans un goulet d'étranglement et d'avoir reçu 28 mails vous demandant où en est mon contrat. Encourager des journées type Vie ma vie où vos juristes vont passer une journée avec leurs clients et les suivre pour comprendre leur fonctionnement et essayer que l'inverse soit vrai aussi. Dans la mesure du possible, essayez d'obtenir que vos juristes participent aux meetings des BUs qu'ils représentent. Par exemple, le juriste produit fait partie du staff meeting de l'équipe produit, le juriste droit social fait partie du staff meeting de l'équipe RH, ou le juriste fiscal, s'il est au juridique, fait partie du staff meeting de l'équipe finance, etc. Le Saint Graal, je vais vous dire, c'est quand vos juristes sont invités au séminaire de leurs clients. Voilà, c'est le juriste en droit social qui part en off-site avec l'équipe RH, il a tout gagné, il est vraiment un membre à part entière de l'équipe RH. Les deux derniers, fixer des objectifs à court et long terme, identifier les projets à court terme qui peuvent apporter des gains rapides tout en gardant un œil sur les objectifs à long terme, nécessitant une planification des ressources importantes. Par exemple, un objectif à court terme, ça pourrait être de digitaliser tous les documents juridiques d'ici la fin du trimestre, tandis qu'un objectif à long terme pourrait être de réduire de 20% les dépenses juridiques sur 18 mois. Voilà, c'est bien d'avoir des objectifs court terme et long terme. Et enfin, last but not least, suivez et ajustez régulièrement ces objectifs. Mettez en place un suivi de régulier des objectifs, organisez des réunions périodiques pour évaluer les progrès et ajuster les objectifs en fonction des changements de priorité ou des nouveaux défis qui sont rencontrés. Utilisez des outils de visualisation des données pour présenter les résultats de manière claire et engageante à notamment votre CEO ou toute personne à qui vous reportez, par exemple un tableau de bord mensuel qui affiche les principaux KPIs, les progrès réalisés vers chaque objectif, des couleurs, jaune, orange, rouge, selon où est-ce que vous en êtes, les problèmes rencontrés, etc., le support dont vous avez besoin. Bien évidemment, vous partagez ce tableau, comme je l'ai dit, avec votre CEO, votre CFO, afin d'apporter toute la visibilité que méritent vos efforts, les vôtres, bien sûr, mais aussi ceux de votre équipe. Encore une fois, personne d'autre ne fera votre publicité si vous ne la faites pas. Et donc, en développant chacun de ces conseils, vous pouvez transformer votre département juridique en un moteur stratégique aligné avec les objectifs de l'entreprise, tout en renforçant l'efficacité, en réduisant les coûts et en montrant que vous aussi, vous êtes des super-héros comme nos amis fiscalistes. Voilà, je vous souhaite à tous un très bel été et je vous retrouve à la rentrée. Mais on continue l'émission, Pierre, tu restes avec nous. Oui, mais ça, c'était pour ma chronique. Voilà. Mais Tu voilà, m'as fait peur, du coup. absolument. Je continue. Mais non, et moi, je m'en Ah. vais. Au revoir tout le monde, je vais bronzer. Et juste petite anecdote, pourquoi Pierre m'a fait cette petite remarque sur la crise cardiaque, c'est que en fait, normalement, nos chroniques doivent durer entre 4 et 5 minutes. Et là, Pierre, heureusement que Liliane n'est pas là parce que tu as duré 9 minutes. Euh, donc, on fera le point pour Oui, la mais prochaine fois. Lydia n'est pas là, j'ai pris son temps. Oui, Voilà, ok, alors ça va. exactement. Merci Pierre en tout cas pour cette chronique qui, j'espère et j'en suis certaine, servira à tous les juristes et fiscalistes pour maintenant et aussi pour préparer la rentrée. Et ça, je pense que Magali, du coup, tu le sais, c'est un gros sujet pour les équipes fiscales et juridiques. Donc, merci beaucoup Pierre.
Je propose qu'on revienne à toi, Magali, pour poursuivre l'interview, parce qu'on avait encore quelques questions à te poser. Tu parlais de ce rôle sans transition, hein, bien sûr, du coup, on enchaîne direct. Les fiscalistes, vous êtes business partner, donc vous êtes hyper impliqués dans le business de l'entreprise. Et comme on le sait, on s'en doute, mais tu vas sans doute nous en parler un peu plus, la fiscalité, elle est extrêmement mouvante, ça change tout le temps. C'est une matière qui ne cesse de grandir, je crois. Exactement. On travaille sur une matière qui est vivante, mouvante. Donc, on change un peu notre cap de super-héros au moins une fois par an. Oui, oui, la fiscalité, ça change. Donc, c'est les lois qui changent, la jurisprudence, la doctrine administrative. Donc, il faut rester au fait de tout ça, évidemment. Ouais. Et j'avais une question. Et Pardon, Pierre, justement, je vais de rebondir. J'ai une anecdote. non, vas-y, vas-y. Il y a quelques temps, c'était quand il y avait Trump au pouvoir du coup aux États-Unis, donc il y a quelques années. Cette directrice fiscale, je l'ai vue un matin où en fait Trump, qui s'exprimait sur Twitter à l'époque, faisait des annonces comme ça sur Twitter et elle m'avait dit en fait ça change même tout le temps parce que le matin je ne sais pas parfois à quelle sauce on va être mangé et il y avait des décisions comme ça qu'elle disait sur Twitter et qui avaient des grosses implications sur son activité, sur la stratégie fiscale à Ah adopter. oui. Euh, voilà, je sais pas si ça fait écho, alors peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, il y a des Oui, choses oui, donc qui arrivent ça arrive comme ça. évidemment, Ouais. oui, oui. Puis il y a des annonces sur BFM TV aussi pour ce qui concerne la France, effectivement, qui amènent lieu après à des discussions en interne, très clairement. Et aujourd'hui, là, avec tout ce qui se passe, effectivement, les yeux sont tournés vers la France et les US justement actuellement, avec tout ce qui se passe, les élections bientôt aux US et puis les élections législatives qui ont lieu en France. Et justement, on attend de nous de donner un peu de visibilité, de lisibilité dans ces périodes d'incertitude. Donc voilà, c'est un rôle extrêmement complexe. Effectivement, matière vivante, mouvante, moi, ça fait près de 18 ans que j'exerce. Et j'ai vu tellement de changements, des réformes d'intégration fiscale, la réforme de la taxe professionnelle, le passage de l'impôt sur les sociétés de 33 un tiers à 25%, avec des passages avec des contributions exceptionnelles sur l'IS, la refonte du régime des dividendes, des cessions de titres de participation, la mise en place du fichier des écritures comptables, avec la digitalisation véritablement de l'administration qui a été clé justement sur ce passage du métier entre l'ère d'optimisation et l'ère de sécurisation. Voilà, j'en passais des meilleurs. Pierre, je t'ai coupé, je crois que tu avais une question à poser à Mélanie, du coup. Oui, en fait, bah moi je voulais revenir sur un truc enfin, auquel ça m'a fait penser. Lorsque j'étais chez Yahoo, bien évidemment, on faisait aussi de l'optimisation fiscale. Il n'y a pas de secret là-dessus, surtout dans la tech. Beaucoup de sociétés font ça. Et je me rappelle, il y avait pas mal d'articles sur ce que faisaient les géants de la tech en termes d'optimisation fiscale. Et j'avais beaucoup de débats dans des dîners où on me disait, vous faites de la fraude fiscale? Et je répondais non, c'est de l'optimisation fiscale, machin. Et un jour, on m'a posé une question que j'avais trouvée finalement assez intéressante. J'ai envie de te la poser aujourd'hui, Magali. Ok, d'accord, j'ai compris que c'était légal, mais est-ce que c'est pour autant éthique? Vous êtes en France, vous avez des bureaux en France, etc. Et vous faites de l'optimisation fiscale. Bah, dans le cas des techs, de la tech, c'est via l'Irlande. Hein. Je pense que je suis pas en train de donner un secret énormissime puisque ce modèle existe dans beaucoup de sociétés de la tech. Et du coup, on me disait, OK, c'est légal, mais est-ce que c'est éthique? Est-ce que tu as une question ou une opinion là-dessus, Magali? Évidemment. Non, mais ça renvoie toujours pour moi la question qu'est-ce que c'est que l'optimisation? Alors, je ne sais plus quand tu étais chez Yahoo, mais entre-temps, il y a eu une révolution fiscale. C'était Euh, avant. et voilà. Donc, je vais parler de cette révolution fiscale et j'aurais dû en parler tout à l'heure hein, quand on parlait justement de l'optimisation. Pour moi, voilà, le métier de fiscaliste, il a changé. Au moins sur les 20 dernières années, c'est ce que je connais. On est vraiment passé de l'ère d'optimisation, l'ère de sécurisation. Il y a eu deux choses qui ont été clés là-dedans. La digitalisation des administrations fiscales. Moi, quand j'ai commencé mon métier, les contrôles fiscaux, je ramenais une pile, 1000, 2000 pages de liasses fiscales, balance, grand livre et à l'administration de s'éplucher tout ça. Aujourd'hui, tout passe par des fichiers des écritures comptables, ce qui permet d'être beaucoup plus efficient pour l'administration dans la revue, faire des contrôles de cohérence et pouvoir axer les contrôles sur les sujets qui, voilà, à fort impact et puis qui lui semblent sensibles dans les fichiers qui sont donnés. Et le deuxième, et c'est ça dont voilà, je parle quand je parle de révolution fiscale, c'est le projet BEPS. Base Erosion and Profit Shifting, donc c'est un projet OCDE et G20
pour lutter contre l'érosion de la base fiscale et le transfert des bénéfices dans des pays à fiscalité privilégiée. Et donc ça a été une révolution et ça l'est toujours aujourd'hui, hein. On a encore voilà, toutes les conséquences et on a la suite en fait de ce projet BEPS. En fait, il faut se rendre compte, c'est une véritable coordination des administrations, identification de ces schémas effectivement optimisants qui aujourd'hui sont vus comme de l'optimisation agressive, hein. Aujourd'hui, c'est des schémas qui s'offrent plus, qu'utiliser effectivement les conseils dans des zones grises, on va dire, de la fiscalité où les choses n'étaient pas claires, où les administrations, elles n'étaient pas coordonnées sur leurs traitements fiscaux, ce qui pouvait amener à des non-impositions, en fait, dans les deux pays, compte tenu d'une appréciation juridique différente des instruments. Et le projet BEPS, c'est 140 États et juridictions qui se coordonnent pour lutter contre l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale agressive, pour mettre en place, pour harmoniser, on va dire, la fiscalité internationale et pour garantir plus de transparence. Donc, je pense que ce qui se faisait hier, d'optimisation appelée agressive, effectivement, l'utilisation des zones grises de texte ou le fait que les États n'étaient pas coordonnés ne peut plus exister aujourd'hui. Et donc, pour répondre à ta question, c'était certainement pas éthique hier, ça l'est encore moins aujourd'hui, où il est très clairement posé par les administrations à travers le monde que c'est interdit. Et d'ailleurs, voilà, il y a un ensemble de mesures qui ont été prises par les États pour empêcher toute cette agressivité fiscale. Il y a eu, voilà, il y a énormément de mesures qui ont été prises suite au projet BEPS, pour n'en citer que quelques-uns, la neutralisation des instruments hybrides qui permettaient d'arriver à des non-impositions voilà, par des conceptions juridiques différentes dans les différents États, et puis la limitation de la déduction des intérêts financiers, par exemple. Donc non, l'optimisation en tout cas, voilà, telle qu'elle était entendue, c'est de l'optimisation agressive, n'est pas éthique, et je ne pense pas qu'on puisse encore faire de l'optimisation aujourd'hui. C'est plus Ah, une c'est clair. terminologie d'ailleurs qu'on utilise. Je parle de bonne gestion fiscale et encore une fois, la bonne gestion fiscale n'a rien à voir avec l'utilisation des textes. C'est juste faire attention, comme on ferait attention, nous, de payer le véritable impôt qui est dû et de ne pas avoir la poche percée parce qu'on on ne fait pas nos formalités. J'ai une dernière question pour toi, Magali. Oui. Tu as beaucoup parlé de digitalisation, donc il y a eu beaucoup de choses qui sont passées depuis 20 ans. Comment tu vois justement les prochains projets pour la direction fiscale? Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà en cours, qui vont venir justement pour les directions fiscales avec tout ce qui est digitalisation, pardon, mais pourquoi pas IA aussi, justement? Très bonne question. Alors effectivement, les administrations fiscales se sont digitalisées. Il faut que les directions, les administrations fiscales soient digitalisées. Il faut que les directions fiscales également soient digitalisées. Moi, c'est quelque chose d'extrêmement important, d'autant plus dans ma fonction. Donc, à la tête d'une direction fiscale, 140 pays, 500 entités. On n'est pas une armée de fiscalistes, 11 fiscalistes. Donc, c'est vrai que j'ai deux maîtres mots, la digitalisation et l'industrialisation. Après, sous ce mot digitalisation, je pense qu'on peut pas y mettre, voilà, on n'y met pas tous la même chose, parce que je pense que la digitalisation, elle doit être véritablement pensée à son groupe, à son organisation, à sa direction fiscale, et voilà, c'est propre, mais il y a énormément de choses qui peuvent être mises en place, que ce soit au niveau du tax reporting pour la remontée de data fiscale, des outils de monitoring de la compliance à travers le monde, des outils qui peuvent être en lien avec les contrôles fiscaux, les contentieux, pour avoir une bonne vision à l'échelle du groupe de tout ce qui se passe à travers le monde. C'est aussi des outils en fait pour collaborer. C'est par exemple voilà, 140 pays, c'est important cette collaboration, que ça soit à l'intérieur de l'équipe fiscale, mais également avec tout le réseau des financiers. Voilà, la digitalisation, si on n'y est pas encore, il faut y aller. C'est très important. Pour ce qui est de l'intelligence artificielle, nous, on teste effectivement ce qu'on peut gagner comme temps, on va dire, avec l'intelligence artificielle. Donc, il faut être mesuré, évidemment, dans l'utilisation de ça. Merci beaucoup Magali Avec et grand plaisir. merci d'être venue clôturer cette saison 8 et j'espère que tous les auditeurs maintenant pensent, si ce n'était pas le cas, que les fiscalistes sont des super-héros et non pas des super-vilains. Donc merci d'être venu, merci d'avoir expliqué ta position sur le sujet
Et en tant que première fiscaliste de l'émission, merci d'avoir représenté la communauté Merci à vous. de cette émission. Pierre, Un, tu veux dire un quelque chose? grand, non, non, un grand merci. C'était un sujet, c'est un sujet passionnant et c'était trop cool d'échanger. Donc, merci d'avoir pris le temps, Magali, de nous rejoindre. Et comme je disais juste avant qu'on démarre l'émission, we save the best for last. Merci Donc, beaucoup, Pierre. Merci. Un grand merci en tout cas Magali, j'espère que tu as passé un bon moment parce que c'est vraiment ce qu'on promet à nos invités. Donc Un j'espère que... très bon moment. Ah super, bon bah nous aussi on a passé un super moment. Merci beaucoup Magali, merci Pierre et on vous retrouve, on vous en dira plus bientôt après l'été pour peut-être ou c'est sûr Pierre, une saison 9. ah oui, oui, Oh on va oui. se retrouver en saison 9. On va se retrouver en saison 9 et peut-être avec des changements. On va voir, on va en réfléchir, on va prendre l'été. Mais en tout cas, à la rentrée, c'est certain, à l'automne, voilà, Voilà. on vous retrouvera. Mais là, pour l'instant, je pense qu'il est grand temps que tout le monde parte en vacances, nous les premiers, et vous aussi. Donc, on vous souhaite à tous un très bel été et de bien vous reposer, vous galvaniser pour la rentrée et on se retrouve en pleine forme, voilà, à l'automne. Merci Pierre, merci encore Magali, on embrasse encore une fois très fort Lindia et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures du Legal Club Sandwich. Et pour la dernière fois de la saison, on lance le jingle de fin Pierre. Let's go! Merci Magali. Merci, au revoir à tous.